Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'ère merveilleux de Préhistorique. Je suis TMDJC et je suis accompagné de la fine équipe de préhistorytravel.com, à savoir Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien et toi? Ça va super bien et je suis également avec Alexia. Oui, bonjour TMDJC, bonjour à tous. Comment vas-tu? Super bien, on a un grand soleil, ça ne peut que bien aller. Ça brise le quatrième mur. On enregistre au moment, c'est quasiment l'été, on peut le dire. Oui. En tout cas, si ce n'est l'été sur le calendrier, c'est l'été en plein cagnard. Effectivement, il fait très chaud au moment de l'enregistrement de cette émission. Mais le sujet qui va nous intéresser, quelque part, est tout aussi chaud. On s'est posé la question aujourd'hui de pourquoi y a-t-il un débat sur le premier humain. Alors moi déjà, rien que la question, je vous le dis tout de suite, je la trouve fantastique, parce que moi, de manière vraiment ultra novice, au départ, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de débat. De toute façon, je pense que les ossements les plus anciens représentent forcément le premier humain. Mais déjà, en lisant le plan que vous m'avez proposé, déjà, je me suis dit, donc ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et puis, on a déjà eu en off des discussions tous les trois, et effectivement, on se dit que c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors déjà, la question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, comment vous êtes approprié ce sujet? Qu'est-ce qui fait que vous soyez parti là-dessus? C'est un sujet qui anime la communauté scientifique, c'est un sujet qui, pendant qu'on faisait nos études, animait nos cœurs, pour être un petit peu poétique. C'est vrai que quand on parle d'humain, déjà, on se rend compte que dès qu'on touche à nous, les débats sont un petit peu plus houleux. C'est un peu mon impression. Ouais. Soyons très sincères. Dès qu'on parle d'humain, de ce qu'est un humain, évidemment, il y a aussi l'envie pour les chercheurs d'avoir trouvé ce, entre guillemets, premier humain. On reviendra là-dessus plus tard. Mais il y a qu'est-ce qu'un humain? Qui est le premier humain? Depuis quand il y a des humains? C'est des questions un peu anthropocentrées, mais qui, néanmoins, animent les débats, puisque toute leur importance est derrière de savoir d'où on vient. C'est tout simplement ça, je crois. Oui, c'est une quête qui est quasi ontologique pour nous, savoir d'où nous venons. Et effectivement, c'est une question qui est très chaude dans l'actualité scientifique. Encore cette année, il y a eu des débats qui ont été relancés sur cette question. Donc oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait un petit peu envie d'en parler. Oui, puis sur nos réseaux sociaux, c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Souvent, ce qui est inclus dans humain, c'est globalement Néandertal et Homo sapiens. De temps en temps, il y en a certains qui nous parlent un peu d'Erectus, éventuellement d'Australopithèque. Mais en fait, on voulait montrer que le premier humain est certainement beaucoup plus ancien que ça aussi. On refera un petit point d'ailleurs en fin d'émission sur les réseaux sociaux, parce que je le précise ici, mais on est un petit peu partout et que finalement on a une communauté différente suivant les réseaux, et ça c'est une partie que je trouve très intéressante. J'en viens à ma première question, puisque vous tournez autour du pot là-dessus dans cette présentation. Mais comment est-ce qu'on définit un être humain du coup? Comment on définit l'humain? Alors ça, c'est une vaste question. D'ailleurs, par exemple, toi, TMDJC, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'être humain? Ça c'est effectivement une très bonne question. Alors j'aurais envie de te dire... J'ai envie de te dire que ce qui pour moi définit l'être humain sur l'aspect physique, on l'a plus ou moins évoqué lors des premières émissions, ça va être effectivement le fait d'avoir par exemple un pouce préhensible, ça va être le fait d'être dans une stature bipède, ça va être le fait d'avoir relativement peu de poils par rapport aux autres animaux, ça va être des formes de visage, ça va être une taille, etc. Donc là-dessus, puis quelque part aussi notre faculté de pouvoir résoudre des problématiques qui nous sont posées, où on a quand même ce trait de caractère dans l'ensemble d'être capable de réfléchir. Alors quand on voit certains de nos congénères, pas toujours très bien, mais voilà. D'ailleurs, quand je dis certains de nos congénères, je m'inclus dedans, je le précise, parce que des fois je dis mais où sont mes lunettes? Et là tout d'un coup quelqu'un en face dit sur ton nez. Voilà, donc en termes de réflexion, on va dire que c'est perfectible. Tu n'es peut-être pas humain du coup. Ou peut-être que je suis pas humain. Il y a une légende là-dessus sur internet, on en reparlera. Mais alors, ok, moi j'ai déjà du mal à le définir, et
là, vous êtes en train de me dire que c'est un peu pareil pour la communauté scientifique ou Oui, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique pour savoir qu'est-ce qui est humain. Alors effectivement, on pourrait parler des critères cognitifs, comme tu as dit, la capacité à résoudre des problèmes, mais il y a les autres espèces animales sont aussi capables de résoudre des problèmes. On a vu des poulpes rentrer dans des lieux où c'est pas possible et trouver comment rentrer, des éléphants aussi, qui sont les oiseaux qui utilisent des outils. Voilà, donc en fait le seul vrai critère qui est utilisé actuellement c'est la bipédie, comme tu en as parlé, puisque Homo sapiens parmi les primates, on est la seule espèce à être exclusivement bipède, et donc on part du principe que tout ce qui doit être rattaché à la lignée des hominines doit aussi être bipède. Ah oui, donc oui, c'est quand même très très restrictif en fait. C'est très restrictif, ouais, mais c'est le seul critère en fait qu'on a identifié pour l'instant. Oui, la définition d'humain, c'est une définition qui nous appartient. On avait déjà parlé de ça un peu au niveau des espèces. Humain, c'est pareil. Ce qui est un humain, c'est nous qui choisissons de le définir. Et bon, ce qui paraît le plus probant, en tout cas, assez restrictif, on va dire, pour nous différencier des autres singes non humains, c'est effectivement cette bipédie. Et encore une fois, c'est un critère qui a été choisi parce que c'est un critère qu'on peut voir, qu'on peut essayer d'étudier sur des restes fossiles, parce que là, on va vous parler de fossiles qui ont plusieurs millions d'années. Donc, vous imaginez bien que malheureusement, ils sont plus en état de nous montrer comment ils résolvaient éventuellement des problèmes. Donc, on a trouvé des critères un petit peu plus physiques. Et pour rester justement sur la terminologie, là on a choisi d'utiliser le mot humain. Il y a encore pas si longtemps que ça, on parlait de l'homme avec un grand H. Est-ce que pareil, ça c'est une volonté de modernisme d'utiliser le terme humain? Moi je sais que ça me parle plus parce que ça m'évite de confondre. Quand j'entends le terme humain, j'englobe tout le monde. Alors que c'est vrai que le mot homme, il prête à confusion. Alors, je pense que ça, c'est plutôt une volonté. Nous, au sein de Prehistory Travel, il n'y a pas vraiment... on n'en parle pas trop au sein de la communauté scientifique, mais nous, en tout cas, on préfère parler d'être humain pour englober tout le monde plutôt que d'homme avec un H majuscule, puisque c'est quand même... il y a quand même un sens derrière quand on utilise ça. Puis en général, homme avec un H majuscule est beaucoup utilisé dans nos sociétés contemporaines maintenant pour aussi englober la femme et qu'il n'y ait plus cette différenciation homme-femme. On va parler d'homme avec un H majuscule et ça a tendance, dans des textes plus contemporains, à faire référence à l'espèce Homo sapiens. Donc on se dit que humain, justement, ça permet vraiment de différencier un petit peu de ces textes contemporains. On va utiliser le terme d'humain qui est beaucoup plus large finalement et moins restrictif à notre sens, encore une fois. De s'émanciper du coup de certains problèmes. Alors, pour faire suite à ce que vous venez de me dire, là tu me parlais d'ossements. Alors, quel est le plus ancien représentant de la lignée humaine et comment on le sait? Alors, un des plus anciens, en tout cas, il y a 3 candidats pour roulement de tambour. Et le plus ancien de ces 3 candidats, c'est Sahelanthropus tchadensis, plus connu sous le nom de Toumaï, qui est daté autour de 7 millions d'années. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur Les épaules de Darwin de Jean-Claude Amessen, une émission que je regrette fortement, qui nous racontait justement un petit peu son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui et comment on l'a découvert ? Alors, Toumaï a été découvert à Toros Menala au Tchad et il a été publié pour la première fois en 2002. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Et ce qu'il faut savoir aussi, petit fun fact, c'est qu'on parle souvent de Toumaï au singulier, mais en fait, on sait qu'ils étaient plusieurs. Il y avait plusieurs Toumaï, ils étaient au moins 5 individus d'après les restes fossiles. Et donc... le plus connu, probablement, c'est le crâne. Donc, un crâne qui était très déformé et qui a dû être reconstruit pour les études. Et les études ont montré que Toumaï, a priori, serait bipède, puisque la position de son foramen magnum, donc le foramen magnum, c'est le trou au niveau du crâne par lequel passe la moelle épinière et qui rattache du coup le reste du corps au crâne. Et chez Homo sapiens, il est positionné de façon antérieure et vers le haut, ce qui nous permet d'avoir une position redressée quand on marche. Et Toumaï, a priori, aurait aussi un trou occipital ou foramen magnum dans une position antérieure. Donc pour les découvreurs, en tout cas, c'est sûr qu'il est bipède. Mais au final, c'est quand même loin d'être accepté au sein de la communauté. Oui, alors il y a aussi des restes post-crâniens qui ont été trouvés. Donc petite parenthèse là-dessus, ces restes post-crâniens n'ont pas été retrouvés en connexion directe avec les restes du crâne. Donc, la communauté scientifique s'est dit, bon, ils sont dans des niveaux similaires, ils sont assez proches quand même. Donc, ça doit être les mêmes individus, ça doit être la même espèce. Mais attention, déjà, première grande parenthèse, on n'est pas sûr finalement que ces restes post-crâniens correspondent au crâne que nous avons retrouvé. Oui, c'est pas une certitude de 100%. C'est pas une certitude à 100%. C'est ce que vous nous expliquez lors des premières émissions. De toute façon, on est obligé de faire avec les faits et ce qu'on a. Et après, on ne peut qu'imaginer. C'est ça.
Et il y a eu plusieurs études donc, qui ont été réalisées sur différentes parties de ces restes post-crâniens. Donc au début, ça a été beaucoup le fémur, un morceau de fémur qui a été retrouvé et qui a été étudié, parce qu'on se disait, on avait tendance à l'époque à étudier plutôt les restes postérieurs, donc des membres inférieurs, pour essayer de déduire si l'espèce était bipède ou non. Par la suite, on va voir qu'il y a d'autres caractères plutôt, qui vont être étudiés au niveau des membres antérieurs. On va se rendre compte que c'est aussi intéressant. On peut avoir plusieurs bipédies finalement. Donc, même si sur le fémur, on voit qu'il y a des capacités de bipédie, ça n'exclut pas le fait d'avoir d'autres moyens de locomotion aussi au niveau des bras. On en avait parlé dans le podcast d'ailleurs sur Lucie, qui, c'était pareil, ces membres postérieurs qui avaient d'abord été étudiés. Et quand on avait étudié les membres antérieurs, on s'était rendu compte que finalement, elle était aussi capable d'arboricolie. On a une histoire un peu similaire avec Toumaï, où en étudiant les autres parties, on s'est rendu compte qu'il n'était probablement pas uniquement bipède. Oui, mais d'ailleurs, pour certains chercheurs, même, il n'est pas bipède du tout, puisque en 2020, le débat a été relancé avec un article qui a étudié pour la première fois le fragment de fémur qui a été retrouvé, et pour lui, ce n'est absolument pas un fémur d'hominine, ça ressemble beaucoup plus à un fémur de chimpanzé. Donc pour cet article, c'est sûr que c'est pas un hominine. 2021 et 2022, de nouveaux articles réétudient ce même fragment de fémur et disent si, il y a bien des critères qui montrent qu'il était bipède occasionnel, mais effectivement, il aurait aussi été arboricole. Et en 2023, là, il y a quelques semaines, c'est très récent, c'est peut-être le coup de grâce pour Toumaï, un article qui montrerait qu'en fait, il serait plutôt un knuckle walker. Donc le knuckle walking, c'est quand on se déplace, par exemple, comme les chimpanzés ou gorilles, en prenant appui sur les phalanges des mains avec le poing serré. Et d'après les études des restes, cette fois-ci des membres supérieurs, Toumaï aurait pratiqué le knuckle walking de façon assez significative. Donc ce serait son mode de déplacement principal. Ouais, voilà. Donc là, il sortirait carrément des hominines également une nouvelle fois. Donc Toumaï est un petit peu sur la sellette depuis quelques années. D'accord, donc là, au vu des critères que vous m'exprimiez tout à l'heure, si jamais ça se vérifie, du coup, il ne sera plus considéré comme un humain. Oui, c'est ça, non. C'est ça, voilà. Il serait exclu. Si lui, il est exclu, c'est qui le deuxième de la liste ? Alors, le deuxième qui est proposé, c'est Ororine tugenensis, qui lui est daté à 6 millions d'années, donc on est un petit peu plus récent. Il a été découvert à Tugen Hills au Kenya. Et a été publié pour la première fois en 2001. Et ce sont 3 restes fémoraux, donc 2 fémurs, qui ont été retrouvés. Ça, c'est quand même c'est le côté très positif quand finalement on retrouve un morceau des membres antérieurs, parce que c'est ce qui permet finalement de savoir en termes de densité osseuse, par exemple, ce genre de choses, si oui ou non ils sont proches de nous ou pas. Ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire, auquel je n'aurais pas du tout pensé avant de... Non, les fémurs, on les adore en paléanthropologie. Je pense que c'est un des os qui vraiment dit beaucoup de choses sur les modes de locomotion. Moi, c'est mon os préféré, par exemple. Oui, j'allais dire... qu'on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai une petite préférence pour le radius. Voilà. Et donc, je tenais à dire que les membres antérieurs permettaient aussi de voir beaucoup d'adaptations au niveau de la locomotion, notamment l'arboricolie. On le voit bien grâce à l'articulation des membres antérieurs. Voilà. Mais c'est un débat entre Mathilde et moi. On vous le passera pour cette fois-ci. C'est bien, parce que du coup, même au sein de Préhistorique, nous avons du débat. Moi, je prends avec plaisir. Donc, on a parlé donc des deux prétendants. Tout à l'heure, tu me parlais éventuellement d'un troisième. J'aimerais bien que tu nous en parles si jamais on reste là. Donc, par déduction, j'imagine que c'est encore un peu plus proche de nous, plus récent. Oui, magnifique capacité cognitive. Tu es finalement humain. Je n'ai pas trouvé mes lunettes, mais ça je l'ai compris. Du coup, le dernier candidat, ce serait Ardipithecus ramidus, souvent surnommé Hardy dans les publications. Et lui, il est daté à 4,4 millions d'années et a été découvert dans la région de Lafar en Éthiopie. Et alors lui, en fait, il y a assez peu de débats sur lui. Les chercheurs sont plutôt d'accord. Il présente vraiment un mixte de caractères archaïques, entre guillemets, et de caractères dérivés, donc il le rapproche des hominines. Notamment, son bassin est un peu intermédiaire entre celui des grands singes et celui des hominines. D'accord. Donc, a priori, il aurait été capable de bipédie occasionnelle. Ça aurait été dans ses capacités. Mais il était quand même fortement arboricole. Ses membres supérieurs le montrent. Il avait des phalanges de mains qui étaient longues et courbées, donc pour attraper les branches. Et aussi, la proportion de ses membres, en fait, était ses membres
antérieur et postérieur est à peu près de même longueur, alors que par exemple chez les hominines, nous on a nos membres postérieurs qui sont plus importants en proportion. Donc lui il serait vraiment intermédiaire là-dessus. Donc est-ce qu'il appartient vraiment aux hominines ou pas, ou est-ce qu'au contraire il est cette forme intermédiaire entre la lignée des chimpanzés et la nôtre? Ça c'est aussi des questions qui devront être résolues. Je pense. Oui, et puis ce qui est intéressant avec ce genre, donc Ardipithecus et plus spécifiquement l'espèce Ramidus, c'est qu'on a beaucoup de spécimens, de morceaux osseux qui ont été retrouvés. Donc contrairement à Aurorine ou à Sahelanthropus tchadensis, on est un petit peu plus limité sur les restes. On a quand même une très bonne vision, je pense on peut le dire, de la locomotion, quoi. C'est 110 spécimens qui ont été retrouvés. Ah oui. C'est énorme. Ah oui, pour ces périodes-là, c'est énorme. C'est un peu comme ce qu'on disait pour Lucie la dernière fois, c'est une chance d'avoir retrouvé. Mais alors je fais une petite parenthèse là-dessus, mais on les a retrouvés dans quelles conditions, comment ça se fait qu'on ait trouvé autant d'ossements? Alors là, je pense que c'est la chance de tomber sur un gisement. D'accord. Exceptionnellement, ils ont été extrêmement bien conservés. Je suis essoufflé, oui. Et c'est beaucoup, surtout pour 4,4 millions d'années. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on pense qu'il y a moins de débats parce que il y a plus de restes à étudier. Donc, ça donne quand même un tableau plus complet quand on n'a que 3 fragments de fémur pour Aurorine. Oui, parce que tu le redis ici, voilà. Je le reprécise pour nos auditeurs et nos auditrices, mais il est clair que quand on a peu de matière, on est obligé d'extrapoler, alors que là, effectivement, c'est plus facile quand on a beaucoup de matière de déduire des choses. Puis voilà, on a cette capacité aujourd'hui à pouvoir s'appuyer sur quand même pas mal d'études qui ont été faites avant, donc ça simplifie cette partie-là. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, ok, moi j'ai mes représentants de la lignée humaine. Je comprends dans ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien d'établi. Là, on est toujours en pleine discussion, même si certains sont clairement sur la sellette au moment où on se parle. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les caractéristiques qui permettent justement de rattacher ces groupes-là aux caractéristiques humaines? Alors, c'est compliqué. Déjà, je pense qu'il faudrait rappeler qu'on a peu de restes, du coup, pour ces 3 candidats, comme on l'a parlé, mais surtout, on n'a pas les mêmes. Et ça, c'est aussi une des difficultés. C'est difficile de comparer Ardipithecus avec Aurorine et Toumaï, puisque pour Toumaï, on a un crâne, Aurorine, on a des fémurs, et Ardipithecus, généralement, on discute sa bipédie par rapport à son bassin et à sa phalange de pied. Et donc, comparer ces 3 spécimens entre eux, alors qu'on discute de choses différentes, c'est difficile. Et en fait, les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que, oui, peut-être que Toumaï a un crâne qui indique la bipédie, mais Aurorine, on n'en sait rien. Et du coup, ça complique beaucoup les débats. Oui, et puis au-delà de ça, aujourd'hui, on essaye de parler des humains au sein des singes pour les différencier des singes non humains. Mais les fossiles, les restes fossiles des ancêtres potentiels des chimpanzés, des gorilles, etc., donc des grands singes non humains, sont très, 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 très rares. On les a pas encore trouvés. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, notamment les problèmes de conservation. On est dans des climats, en général, les singes, des climats tropicaux, avec des grandes forêts. Donc, aller creuser en archéologie, là où il y a de la grosse forêt, c'est un petit peu plus compliqué et il est probable que les fossiles de ces ancêtres soient là. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire, ça a plus une orientation de singe humain ou ça a plus une orientation de singe non humain, quand finalement, on ne retrouve pas pour le moment très très peu de fossiles dans ce qui correspond aux ancêtres des grands singes non humains. Je disais que là, ce que tu viens de dire, pareil, c'est une révolution dans ma tête parce que je n'avais jamais juste fait l'effort de réfléchir, à me dire, oui, forcément, on a dû retrouver des ossements de grands singes, et non, là, effectivement, alors, faire cette différence, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, la question qui me vient là, parce que même, en plus, Alexa, tu nous dis, oui, c'est plus compliqué d'aller creuser dans la forêt, c'est certain, mais même en termes de conservation, j'imagine que quand un ossement, il prenne un arbre, etc., l'arbre se nourrit de ce qu'il trouve, donc même en termes de qualité d'ossement, ce serait peut-être pas la même chose ou je dis une bêtise peut-être. Le climat tropical, on le sait, plus il fait chaud, moins bien ça se conserve. L'humidité aussi. L'humidité, joue beaucoup aussi beaucoup. Ça abîme. Donc, même si on allait creuser ces forêts, alors je ne suis pas pour la déforestation, je tiens à le dire qu'on ne déforme pas mes propos, mais même si on allait massacrer ces forêts-là qu'on n'a pas encore massacrées, y a peut-être rien en dessous à trouver, en fait, il y a peut-être plus rien de conservé. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on va faire un parking. Voilà, c'est ça.
Alors, la question, là, on est en train de parler de conservation, on est en train de parler de creuser, mais là, on a déjà effectivement des os qui sont mis à notre disposition. Aujourd'hui, on maîtrise de mieux en mieux la génétique, on a aussi l'informatique qui peut nous aider. Est-ce que ça fait partie des outils? Là, je me tourne vers toi, Mathilde, parce que tu étais vraiment notre spécialiste là-dessus, qui peut nous aider à mieux comprendre. Alors oui, la génétique, elle a essayé de répondre à cette question aussi. En fait, la génétique, ce qu'elle a déterminé grâce à l'horloge moléculaire. Alors l'horloge moléculaire, c'est un principe en génétique, c'est qu'en fait, il y a des mutations qui arrivent au fur et à mesure des générations. Et au sein d'une espèce, on sait sur combien de temps il faut pour qu'un certain nombre de mutations apparaissent. Ah, tu veux dire qu'on peut le mesurer, voilà. On connaît un rythme. Oui, on connaît le taux de mutation par espèce. Wow. Et en fait, quand on a deux espèces différentes, en fait, on mesure la différence génétique entre ces deux espèces. Et en sachant le taux de mutation, on peut en fait remonter jusqu'à la période où il y avait l'ancêtre commun et où les deux lignées ont divergé. C'est absolument génial. Mais est-ce que c'est un rythme récurrent? Est-ce que c'est un rythme qui dépend de l'espèce? Comment ça dépend de l'espèce, et ça d'ailleurs, c'est en train d'être pris en compte dans les modèles, parce qu'au départ, ça n'a pas été pris en compte. Mais voilà, c'est pas le même taux en fonction des espèces. Donc il y a certains modèles qui sont en train d'être recalculés par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des événements comme par exemple une pression environnementale intense. Parfois, ça fait un peu driver au niveau des mutations et au niveau de la sélection. Donc c'est pas... dire que ça peut être un élément accélérant ou qui ralentit au contraire. Mais sur un laps de temps qui est très long, donc là on parle en millions d'années, on peut lisser à peu près ce taux de mutation. Et donc cette horloge moléculaire, elle nous dit que notre dernier ancêtre commun avec la chimpanzé, il date de 7-6 millions d'années. Oh là là, c'est génial. Voilà. Et là, on tombe pile dans Toumaï et Aurorine. Oui. Et d'ailleurs, en fait, au début, pour la petite histoire, ça avait posé problème pour Aurorine, puisqu'on disait, Aurorine, il est daté à 6 millions d'années, l'ancêtre commun, il a 6 millions d'années, il n'y a pas assez de temps, en fait. Aurorine ne peut pas faire partie de la lignée des hominines. Et en fait, là, on parle juste pas de la même chose. En fait, les généticiens, ils donnent un ancêtre génétique. Quand je dis 7-6 millions d'années, c'est l'ancêtre génétique. Donc, c'est l'ancêtre qui va faire des bébés, et après, les autres vont continuer à faire des bébés jusqu'à nous. En fait, il y a un lien de descendance directe. Alors que ça tombe, Toumaï et Aurorine, ils font partie de la lignée humaine, mais juste, ce ne sont pas nos ancêtres génétiques. Ils n'ont pas donné naissance à notre lignée à nous. Il y avait probablement d'autres hominines. En fait, on parle de ces trois-là, mais il y avait probablement une diversité qui était plus grande à cette époque que les trois dont on vient de parler. On l'avait plus ou moins suggéré, je crois que c'était lors de notre première émission, si je dis pas de bêtises, mais on sait pourquoi à peu près il y a certaines espèces qui ont disparu au profit d'autres. Pourquoi est-ce que justement ce serait éventuellement pas nos ancêtres directs, finalement des grands cousins plutôt que nos grands-parents? Alors là, pourquoi est-ce que les espèces disparaissent? C'est une question. Là aujourd'hui, je peux répondre. Parce que je pense qu'on contribue beaucoup pour certaines espèces là, mais à l'époque. Une espèce déjà, c'est fait pour disparaître, c'est fait pour exister et pour disparaître. Alors il y en a qui disparaissent, il y en a qui évoluent. Ça, c'est un cycle, on va dire, normal d'une espèce. Voilà. Oui, là, tu nous rappelles que la mort fait partie de la vie. C'est ça, désolé. Non, mais tu as raison de le faire. À préciser, parfois on parle de disparition d'espèces, juste elle a évolué. Voilà, c'est ça. Elle est passée à un autre stade, c'est une autre espèce qui est apparue à partir d'une autre, mais je pense, après, il y a des facteurs environnementaux. C'est l'évolution des Pokémon. Oui, non, mais voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Environnementaux, par exemple, un événement, par exemple, l'extinction des dinosaures était a priori liée à une cause environnementale. Il y a des facteurs génétiques aussi qui peuvent jouer. Là, je pense par exemple à l'homme de Néandertal, où on sait qu'il y avait une très faible diversité génétique dans les populations néandertaliennes vers entre 50 et 40 000 ans, au moment de son extinction. Et ça, peu de diversité génétique, ça fait de la consanguinité, l'espèce n'arrive pas à se renouveler, il n'y a plus de mutation, la sélection ne peut plus avoir lieu. C'est une espèce qui est en train de mourir. D'accord, donc la mutation, elle est aussi liée à la diversité du matériel génétique que tu vas induire. Les mutations, c'est la base de la diversité génétique. Ah oui. S'il n'y a plus de mutations au sein d'une espèce, il n'y a plus de diversité génétique, et donc potentiellement, quand les conditions du milieu changent, l'espèce n'est plus capable de s'adapter. Et ça, une espèce qui n'est pas capable de s'adapter, qui n'a plus de diversité, c'est une espèce qui meurt. Coucou Homo sapiens, on espère que tu vas arriver à t'adapter à ce que tu es en train de faire. Suspense. Ouais. Ça dépend à qui tu poses la question. Il y a des gens qui sont très très confiants pendant qu'ils sont en train de remplir leur piscine. Je ferme cette parenthèse. Écoute, déjà, moi, t'as répondu à la question. Alors moi, là, sur la génétique, j'ai une fois de plus appris plein de choses, et le fait qu'on ait vraiment ce principe d'horloge moléculaire, je trouve ça magique. Alors, depuis quand
est-ce qu'on recherche l'ancêtre de l'être humain Parce que c'est pareil, quand tu regardes les premiers bouquins d'histoire, si tu remontes même de manière antérieure à Darwin, tu vois qu'on a quand même toujours été curieux de nos origines, au point même d'en inventer parfois des histoires assez alambiquées. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on se soit pris de passion pour ça ? Tu l'as cité en fait, c'est la publication de Darwin en 1859 de l'origine des espèces, où d'un seul coup on va se dire si tout le monde a évolué et que nous aussi, on va peut-être pouvoir retrouver des traces de ça. Donc il y a Eugène Dubois qui s'est épris de cette question et qui a décidé donc de partir faire une immense fouille en Indonésie sur le site de Trinil. Au 19e siècle. Au 19e siècle, on était au 19e siècle, fin plutôt 19e. Et il a découvert en 1891 des restes fossiles d'une espèce qu'il a appelée à l'époque Pithecanthropus erectus. Et qui est en fait le premier reste fossile de d'hominine qui a été retrouvé. Et puis à partir de là, on déroule la pelote de laine, on va dire, et on a commencé à se dire si ça existe, il doit en avoir d'autres, on va rechercher tout ça, puis après on a voulu essayer de classifier tout ça au sein de l'unité humaine, et puis aujourd'hui on arrive sur le podcast de Préhistorique qui essaie encore de démêler tout ça aussi. Voilà. Tu nous comptes quand même l'histoire d'une personne qui se dit tiens, ça serait quand même pas mal que j'aille fouiller, voir si je trouve quelque chose, et qui trouve quelque chose quand même. Alors ça c'est assez exceptionnel en paléanthropologie d'avoir quelqu'un qui dit je vais aller trouver ça, je trouve. Oui, parce que là moi tu peux, en fait là c'est pour moi c'est le scénario d'un film en fait. Ah oui, clairement. C'est ça. Il était médecin hollandais, il est parti en Indonésie parce que c'était une colonie hollandaise. À l'époque, il est arrivé sur le site de Trinil et incroyable chance ou intuition. Là, franchement, je sais pas. Pour le coup, c'est incroyable. Ouais. Surtout cette espèce, on la retrouve principalement en Asie. Pithecanthropus erectus qui va devenir Homo erectus par la suite, mais c'était pas le seul. Il y avait un autre fervent adepte de Darwin, Ernest Haeckel, qui était un biologiste allemand, qui lui a même donné le nom à cet ancêtre commun à l'époque qu'on appelait chaînon manquant, avant même qu'il soit découvert. Oui, il avait décidé que ça existait et il a dit voilà. Il en avait fait une représentation alors qu'il était complètement fausse. Je crois qu'il avait appelé Pithecanthropus alalus. Quelque chose. Alalus, ouais. Et il était persuadé que ça existait, donc c'était faux. Il lui avait pas attribué les bons caractères et tout. Et le chaînon manquant en soi n'existe pas, mais voilà, à cette époque, il y avait quand même des gens qui étaient convaincus. Et ils avaient raison au final puisqu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. On en a parlé longtemps du chaînon manquant. C'était le truc qu'on entendait dans les émissions pseudo-scientifiques de l'époque. Moi, je me souviens quand j'étais gamin que je regardais L'avenir du futur ou ce type d'émission-là, où on nous justement, je me souviens d'une émission où ils nous ont passé la planète des singes et ils nous ont ensuite fait tout un débat sur le chaînon manquant et l'évolution de l'être humain. Alors évidemment, la plupart des choses qui étaient dites dans cette émission, on le sait aujourd'hui, sont fausses, mais avec les connaissances qu'on avait de l'époque et puis le côté vulgarisation, on va pas se leurrer. Quand on essaye vraiment de simplifier, des fois c'est pas toujours évident d'expliquer des choses un peu compliquées. Tout à l'heure tu parlais d'horloge moléculaire, ça c'est quand même des concepts qui sont pas forcément accessibles si on n'a pas un petit peu de bagage. C'était des vulgarisations qui étaient poussées à haut niveau et déjà effectivement à l'époque on parlait beaucoup de ce type de choses. Alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais je suppose que quand on arrive et surtout à une époque où Dieu a tout créé et qu'on dit finalement peut-être j'ai une autre proposition à faire, ça n'a pas dû être simple quand même pour tous ces gens-là. Alors non, alors déjà il y avait quand même des personnes avant Darwin qui commençaient à chercher un petit peu l'origine de l'homme, à mettre ça en question, mais effectivement ça a été pas très mal accepté. En fait, Darwin a eu une assez mauvaise réception de ses travaux, alors surtout en France, c'est vraiment arrivé plusieurs années après, mais même en France au Muséum national d'histoire naturelle, il faudra quand même attendre les années 1940-1950. Ce qui est fou. Pour que la théorie de Darwin arrive quand même et soit enseignée par les professeurs du muséum. Donc à l'époque, c'était pas le même fonctionnement qu'aujourd'hui, mais il a fallu du temps quand même pour accepter cette idée que l'homme a évolué, mais surtout que l'homme descend pas du singe, mais que l'homme est un singe et un primate. C'était aussi cette idée-là qui était véhiculée. Ce qui aujourd'hui qui fait toujours débat, parce qu'on entend encore aujourd'hui des personnes qui ne l'acceptent pas, et pour eux ce n'est pas un fait établi.
rend la communication compliquée là-dessus, effectivement, quand là on arrive avec des études, des faits et qu'on confond. Ah, c'est une parenthèse que je me permets de faire, mais il est évident que chacun est libre d'avoir ses opinions et on respecte les opinions de tout le monde, mais il ne faut pas confondre une opinion et des faits. Ce sont vraiment deux choses différentes et vous pouvez penser des choses, il n'y a pas de souci, mais quand effectivement après il y a des faits qui sont établis, ça devient plus compliqué de dire bah non, moi je préfère penser que ça. Là, on n'est plus dans la communication à ce moment-là. Je ferme cette parenthèse. Mathilde, Alexis, alors déjà un énorme merci pour tout ce que vous venez de m'apprendre encore aujourd'hui. Moi, je repars encore avec plein de choses. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans... on aimerait juste vous embrouiller un peu plus. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, on va vous embrouiller. Retournez-moi la tête. Retournez la tête de nos auditeurs et auditrices. Avec plaisir. En 2017, il y a un autre genre qui a été publié qui s'appelle Graeocopithecus. Désolée, je me suis entraînée pour le dire. Hein. Graeocopithecus, qui a été découvert, enfin qui est daté entre 7 175 000 d'années et 7,24 millions d'années, qui a été découvert en Grèce, en fait, à Pyrgos Vassilicis. Et certains chercheurs avanceraient qu'il pourrait également éventuellement faire partie des hominines, donc de la lignée humaine. Malheureusement, c'est des tout petits morceaux de restes qui ont été retrouvés, notamment une prémolaire et un morceau de mandibule. Voilà. C'est la question que j'allais poser, sur quoi on s'appuyait Juste sur ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement une importance dans l'évolution des hominines au niveau des racines de la prémolaire, donc on appelle la P4. Mais c'est fou ça. Oui, qui aurait joué de temps. En fait, c'est le nombre de racines. On a tout simplement. Seule racine. Voilà, nous on n'a qu'une seule racine sur notre P4. Ce qui donc n'est pas le cas, vous êtes en train de me dire, des autres grands singes. Non, c'est pas le cas des autres grands singes. Et devinez quoi, Graeocopithecus, il n'a qu'une racine sur sa prémolaire qui est la P4. Elle est partiellement fusionnée, ce qu'on retrouve jamais chez les grands singes non humains. Donc pour les chercheurs, ce serait suffisant pour dire qu'il appartient à la lignée des hominines. Mais si on fait ça, ça devient le plus ancien hominine, il est plus ancien que Toumaï, et ça veut dire qu'il n'est pas en Afrique. Et donc vous m'avez dit 2017, donc c'est une découverte qui est quand même très très récente, si je vous ai bien suivi. Et donc là, on l'a découvert en Grèce, donc c'est ce alors on l'a découvert en 1944, mais effectivement la publication sur cette possible affinité, c'est 2017. D'accord. Et oui, donc ça change tout, parce que ça veut dire que l'humain se serait déplacé plus vite que ce qu'on imaginerait. Donc ça rabat les cartes ou C'est même pas des questions de déplacement, c'est des questions d'apparition. Pour l'instant, les 3 candidats sont tous en Afrique, comme on l'a vu, et on pense que les hominines sont apparus en Afrique. Mais si Graeocopithecus s'est confirmé, et ce sera confirmé uniquement si on retrouve d'autres restes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, alors il devient le plus ancien hominine, et là ça veut dire que potentiellement les hominines sont apparus plutôt en Europe. Wow. Et qu'après peut-être qu'ils se seraient déplacés, qu'ils auraient des migrations en Afrique. En fait, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, parce qu'à cette époque, il y avait la forêt tropicale était beaucoup plus étendue que maintenant, donc il y avait aussi des forêts tropicales dans le sud de l'Europe, et donc est-ce qu'il y avait des migrations Est-ce qu'il y avait des phénomènes d'apparition séparés, donc de façon presque concomitante, mais dans des endroits géographiques séparés? Ça redistribuerait pas mal de cartes. Ouais. Et donc cette fusion, c'est fusionné à 47%. Et effectivement, chez les grands singes, alors ça peut arriver chez un individu, mais c'est très 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 rare. Alors là, du coup, on ne peut pas faire une conclusion là-dessus. Oui. Voilà. C'est ce que vous disiez, parce qu'on a pas assez de matériel. On parlait tout à l'heure justement des faits ou pas. Voilà. En tout cas, on a cette information qui nous donne à réfléchir. Et je contextualise en disant effectivement que à l'époque, les continents étaient légèrement pas placés comme ils le sont aujourd'hui, qu'il y a eu des phases de glaciation ou pas, et qu'effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des déplacements là où aujourd'hui, on se dirait non, ils peuvent pas traverser la mer ou genre de choses. Voilà, je précise aux personnes qui pourraient se poser la question. Donc je vous confirme que vous venez de me retourner le cerveau, mais une fois de plus, parce qu'on se dit voilà ce qu'on a appris à l'école, voilà ce qu'on nous a dit. Et ça, par contre, c'est une petite remarque aussi que je me permets, mais
je pense qu'on a tort d'enseigner à l'école en disant voilà comment c'était, plutôt que de dire voilà comment on pense que c'était. Parce que c'est vrai qu'on nous demande d'apprendre par cœur des choses qui, quelques années après, s'avèrent être fausses. Et je pense qu'on ne fait pas assez participer les élèves en mode toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment est-ce que tu comprends ça ? Plutôt que d'essayer d'imposer un schéma qu'on sait être en évolution constante. Voilà, là aussi, je ferme ma petite parenthèse. Écoutez, une fois de plus, un énorme merci. Je disais tout à l'heure que je voulais faire une petite bulle réseaux sociaux. On est disponible un petit peu partout, puisque vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, et que en fonction des lieux, on voit que les réponses sont pas exactement les mêmes et que le public est pas exactement les mêmes. Donc, si le podcast que vous entendez là est vraiment dédié aux gens qui ont le temps de se poser, de pouvoir nous écouter, Prehistory Travel produit des courtes vidéos avec, on essaye de débunker des idées reçues ou de faire des saviez-vous, etc. On fait ça également sur Instagram où là ça va être des photos avec un petit texte. Donc on est un petit peu disponible partout. Si vous êtes fan du travail qu'on est en train de vous proposer là, n'hésitez pas à vous abonner à gauche à droite parce que vous verrez que vous allez trouver des contenus différents. Mathilde, Alexia, un énorme merci pour votre présence une fois de plus aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée des prochains sujets ou pareil, on garde ça secret ou j'ai vu de la lumière dans vos yeux. Alors c'est un sujet qui m'est cher, on va parler génétique dans le prochain podcast. Oui, ça va être j'ai bien fait de poser la question. Super intéressant, ouais. On dit au revoir à nos auditeurs et auditrices. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast, évidemment sur prehistorytravel.com où là vous allez retrouver l'ensemble des podcasts, l'ensemble des vidéos, mais également des articles. Il y a plein de trucs à lire. Venez nous lire. Il y a plein de choses. Puis si jamais vous avez envie de voir Mathilde et Alexia en vrai ou de les faire venir pour parler, c'est possible. Le site vous le permet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on se donne rendez-vous très rapidement. A priori, dès le mois prochain, on sera là dans vos oreilles. Vous pouvez nous faire des retours à convenance, puisque vous pouvez nous écrire à l'adresse silex@prehistorytravel.com, mais également sur tous les réseaux sociaux. Là, on est en 2023, profitez-en. Et puis, on sera heureux de vous lire. Et même, je tiens à le dire, si jamais il y a une question ou une remarque qui est faite qui peut alimenter un prochain sujet, évidemment, ce sera pris en compte. Mathilde et Alexa me font des grands oui et de la tête en face, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Donc, on s'en arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à très, très bientôt. Alexia, Mathilde, merci. Et puis, à très vite. À bientôt. À bientôt. Nouvelles aventures. Creations. Prehistorytravel.com